avec moi dans mon show de marketing. Aujourd'hui, on va parler de marketing. Puis aujourd'hui, en fait, on va parler d'un élément de marketing que, en fait, ça fait longtemps que je veux en parler, mais j'ai souvent hésité, je sais pas pourquoi. On va parler de account-based marketing. Fait que pour ceux qui connaissent pas encore exactement le concept, en fait, le account-based marketing, il y a plein de monde qui disent, en fait, les ventes, vos commerciaux, vos vendeurs ont toujours fait ça. Fait qu'en fait, c'est au lieu de cibler large, des mots-clés larges, des audiences larges, on va aller très niché, très ciblé, puis on va aller essayer de rejoindre des entreprises très spécifiques. Fait qu'au lieu d'aller large, on va très spécifique. Fait qu'au lieu d'aller regarder toutes les entreprises dans mon marché, on va regarder, ces 10 entreprises-là, ça, c'est les clients que je veux. On va aller les cibler directement avec des messages très personnalisés. Donc, en vente, on dirait que ça fait longtemps qu'on fait ça, évidemment. Un vendeur va essayer de parler une personne, deux personnes dans une entreprise, va cibler des entreprises clés. Souvent, on va même leur demander quels sont vos targets pour l'année, pour le quart. En marketing, c'est toujours différent. Fait qu'on a toujours vu ça comme large, puis évidemment, vu qu'on va aller très ciblé, c'est le type de marketing qui s'adresse principalement je dirais, personnellement par expérience personnelle, aux entreprises qui ciblent d'autres grandes entreprises où la vente, en fait, c'est pas la taille de l'entreprise, mais où la vente devient très complexe. Fait que même, en fait, si on vend des individus, mais on vend, par exemple, des produits financiers qui peuvent être très complexes, peut-être une approche de account-based marketing peut aider à ce niveau-là. Ou des fois, j'ai travaillé avec quelqu'un qui, en fait, ciblait des entreprises de toute taille, mais puis il n'y avait pas tellement de décideurs, mais en fait, leur produit, leur logiciel, en fait, impactait presque toute l'entreprise. Fait qu'ils ont une grande décision à prendre pour un client. Donc, même s'il n'y avait pas beaucoup de décideurs autour de leur table, c'est une grande décision à prendre. Je sais pas, un petit logiciel qui impacte juste une petite partie d'une entreprise ou même voir quelques individus, ça impactait vraiment tout le monde. Fait qu'en fait, le account-based marketing, je dirais que ça se cadre bien pour les ventes complexes, les ventes. Fait que peu importe la raison pour laquelle la vente soit complexe, qu'il y ait beaucoup d'intervenants ou que c'est un produit qui ait beaucoup d'impact, ou il y a une décision difficile à prendre. Deuxième, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un certain retour sur l'investissement. Si on vend un petit produit avec des petites marges, ça vaut peut-être pas la peine, on va peut-être vouloir aller plus en masse quand même. C'est pour ça quand je parlais des produits financiers tout à l'heure, c'est des produits financiers, il y a des grosses marges de bénéfices, c'est que ça vaut la peine de cibler beaucoup plus son effort marketing. Puis en fait, le account-based marketing, ABM, a quand même plusieurs bénéfices. Fait que d'un, comme je disais tantôt, c'est très ciblé. Fait que dans un monde où il y a plein de contextes partout, de se faire solliciter pour quelque chose qui est très particulier à nous-mêmes. En termes de client, il y a quand même c'est une belle expérience à avoir de se faire cibler directement au lieu de juste lire un article qui est écrit pour tout le monde dans l'industrie, pour son type de poste, etc. Donc, puis comme c'est très ciblé, en fait, le account-based marketing est très flexible. Tu sais, quand on parle de marketing général, souvent, oui, c'est sûr qu'on peut changer ses campagnes assez rapidement, mais tu sais, un effort de référencement organique, c'est sur le long terme, c'est quand même plus long. Oui, on peut rajouter des sujets, etc., des intentions, mais en général, ça va être beaucoup plus long, surtout si on n'est pas déjà une grande marque établie avec beaucoup de contenu. Ce que j'aime beaucoup aussi du account-based marketing, en fait, c'est que les rapports, les données sont beaucoup plus simples. Parce qu'en fait, on a parlé déjà d'un épisode sur l'attribution, fait qu'au lieu de passer plein de temps à déterminer quelle partie de mon marketing a vraiment bien fonctionné, on sait qu'en fait, ce compte-là fait partie d'un compte ABM. Donc, en fait, on prend pour acquis que c'est l'ABM qui a fonctionné. Est-ce que c'est un courriel spécifique? Est-ce que c'est un LinkedIn spécifique qui a fonctionné? Ça dérange moins, c'est plus le fait que nos efforts d'ABM ont bien fonctionné. Et puis aussi, vu qu'on est ciblé, comme je mentionnais tantôt, on est moins dépendant d'un lead generation très grand, très vaste, parce que l'enjeu quand on fait du lead generation dans une vente complexe, souvent on va avoir plein de types de personnes qui vont rentrer, vu qu'il y a tellement de monde à la table, par exemple, c'est une vente difficile parce qu'il y a plein de monde autour de la table, il y a ton monde de techno, il y a tes acheteurs, il y a ton monde, ton client ultime, il y a le président d'entreprise.
fait que là, comme pour faire une bande de masse, ça devient très difficile parce que tu vas avoir plein d'intervenants, tu vas avoir peut-être un corridor marketing. Est-ce que le corridor marketing est pertinent, pas pertinent? Fait que, en fait, ça demande beaucoup pour le représentant d'aller, bon, être un corridor marketing, fine, on va lui parler parce que c'est un compte important, mais d'essayer de monter la chaîne, c'est pas toujours évident non plus. Peut-être que c'était juste un curieux, ou peut-être pas, peut-être que c'est quelqu'un qui a été mandaté de faire une recherche. Avec ABM, on est moins dépendant de toutes ces particularités du lead generation pour une entreprise qui fait des ventes plus complexes. Puis, ultimement, ce que j'aime du ABM, c'est que, en fait, c'est répétable. Fait que quand tu commences à développer des meilleures pratiques, des meilleurs playbooks, puis on va en parler dans pas longtemps, ben, on est capable de répéter le processus parce que, ben, c'est ça, on est quand même capable de se développer nos propres meilleures pratiques. Fait qu'en fait, ici, dans le vif du sujet, qui est comment démarrer. Fait que contrairement à beaucoup d'articles que je vois qui est commencer à cibler, identifier les comptes qu'on veut cibler, je dirais la première chose à faire, en fait, c'est de former des pods, des mini-équipes à l'intérieur de votre entreprise. Parce que, évidemment, un effort de ABM va dépendre d'une collaboration en différents groupes. Le marketing et les ventes, à la base, c'est sûr, mais des fois, il va y avoir peut-être d'autres départements, dépendant de comment vous êtes établi. Peut-être qu'il va y avoir un groupe de service à la clientèle. Comme une fois, j'ai travaillé avec quelqu'un en finance, puis eux, ben, la création d'un rapport, la création de collecter tous les documents nécessaires pour pouvoir faire l'investissement était très complexe et puis varier aussi d'un marché à l'autre. Donc, on avait vraiment un expert aussi opérationnel pour pouvoir aider dans ce marché-là, on a besoin de ces dossiers-là, etc., etc. Donc, à la base, il faut une vente marketing, mais c'est possible d'aller ajouter d'autres éléments, les comptabilités, les services à la clientèle, encore dépendant du type de client, du type de logiciel que vous vendez, le produit ou le service que vous vendez. Fait que je dirais la première chose à faire, comme je disais, c'est de former ces pods-là, parce que ultimement, un effort de ABM va bien fonctionner si il y a une bonne collaboration entre les équipes. Fait que si on garde par défaut les structures traditionnelles, marketing, vente, service avec la clientèle, ben, il y a tous les conflits qui viennent avec ça. Tu sais, fait bon, il y a souvent des enjeux entre les ventes et le marketing, et les ventes et les services à la clientèle, les services à la clientèle marketing, etc. Et en formant des pods multi-compétences, parce qu'il doit y avoir un meilleur mot pour ça, mais en fait, on vient de défaire ça parce qu'en fait, tout repose sur le succès du pod et non, ou du groupe, et non vente versus marketing. C'est versus un groupe versus l'autre, par exemple, si on veut rentrer un peu de compétition là-dedans. Mais en fait, tu viens défaire un peu tout ce qui est les conflits interdépartementaux pour que le monde focus vraiment sur leur pod. Ça ne veut pas dire que le pod est obligé de travailler ensemble constamment. Ça peut avoir des rencontres régulières, etc. Mais puis après, le marketing retourne avec son groupe marketing, puis les ventes retournent avec les autres commerciaux, etc. Ça, c'est faisable, c'est très possible, évidemment. Mais à la base, tout devrait reposer sur le pod. Après, ce que je ferais, c'est que je ferais un recensement des compétences, des connaissances sur le ABM du groupe. Parce que c'est pas tout le monde qui va être super familier. Peut-être le marketing un peu plus, parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Mais les ventes peut-être un peu moins, peut-être les services à la clientèle pas du tout. C'est dépendant de qui est là. Fait que je prendrais le pouls un peu de chaque pod, des compétences de chaque pod. Puis en fait, je ferais une formation pour s'assurer que tout le monde soit au même niveau. Fait que je ferais une formation en un, puis de deux, ce serait peut-être une réunion entre tout le monde, tu sais, c'est quoi le account-based marketing, pour que vraiment on ait une définition propre pour notre entreprise, puis que tout le monde soit sur la même page, puis qu'on ait les mêmes définitions, qu'est-ce qu'un lead, qu'est-ce qu'un compte, oui, il y a des meilleures pratiques, mais ultimement, c'est ce qui fonctionne pour votre entreprise. Fait que ce serait vraiment les deux premières étapes, fait que les étapes zéro, là, je dirais, sans ça, je pense qu'il va y avoir un peu de difficulté. Il y aura un peu de difficulté. Fait qu'une fois que vous avez formé votre pod, une fois que vous êtes garanti que vous êtes assuré que tout le monde est sur la même longueur d'onde, ce serait bon, ben, le first step, la première étape numéro 1 de tout le monde qui est identifier les comptes. Fait que là, je demanderais à chaque pod d'identifier les comptes sur lesquels qu'ils veulent cibler. Fait qu'évidemment, un pod devrait être formé un peu sur principalement comment vous structurez votre équipe de vente. Fait que si votre équipe de vente est structurée par territoire, par exemple,
ben, l'équipe s'occupe de l'Amérique du Nord, puis il y a une équipe qui s'occupe de l'Europe, etc., etc. Ou si vous êtes juste très local, ben, l'équipe qui s'occupe juste de la côte Est, l'équipe qui s'occupe de la côte Ouest, quoi que ce soit. Ça peut être par taille d'entreprise. Fait que là, si vous êtes peut-être deux pods, c'est pour les très grandes entreprises, les grandes entreprises, puis le reste, il faut travailler plus en lead generation, branding traditionnel. Fait que former les pods basés sur comment vous structurez vos ventes. Puis alors après, je demanderai à chaque fois d'identifier ces comptes clés, ces comptes niches. Évidemment, on peut avoir des targets, combien de nouveaux clients on veut. Venez pas nous voir avec un nouveau compte si en bout de ligne, il faut en signer 20 d'ici la fin de l'année ou 100 d'ici la fin de l'année. Il faut que ce soit équivalent à l'objectif, par exemple, du vendeur, du représentant ou de l'entreprise. Et puis, une fois qu'on a déterminé nos comptes, fait que là, ça peut être, là, il y a un genre de data collection, c'est combien de monde on a dans notre base de données qui sont issus de ces comptes-là, quelle est la structure du compte, c'est qui sont les decision makers, les influenceurs, etc. Fait que ça, c'est peut-être où il va y avoir un peu plus de travail à faire, surtout dans les débuts, les premières fois. Fait que souvent, ça va reposer beaucoup, je dirais, sur l'équipe marketing, parce que c'est eux qui ont accès à la base de données, c'est eux qui vont peut-être avoir accès à des outils comme Discover.org, etc., qui répertorient beaucoup comment les organisations sont structurées. Il peut y avoir évidemment du travail du côté des ventes avec un LinkedIn Sales Navigator, mais finalement, c'est la première étape. La deuxième étape après avoir donné, c'est de bien avoir une bonne compréhension de comment le compte est structuré. Puis si vraiment on est trop dans le néant, il y a une décision à prendre. Est-ce que c'est un bon compte, finalement, vu qu'on sait absolument rien du compte, ou deux, est-ce qu'on peut faire une mini-offensive pour récolter de l'information? Peut-être que le vendeur peut faire des appels à froid, pas nécessairement pour vendre, mais pour mieux comprendre qui est en charge, qui est le CMO, qui est le CTO, dépendant de à qui vous vendez, juste pour faire un peu de recherche à ce niveau-là. S'il y a du monde dans votre base de données, peut-être envoyer un survey, peut-être faire des appels. En tout cas, à vous de voir, là, est-ce que ça vaut la peine de continuer avec ce type de compte où on connaît rien ou pas? Fait que c'est la deuxième étape, c'est faire la recherche. Il faut bien comprendre comment le compte est structuré. Si on ne comprend pas ça, les IBM ne va pas vraiment bien fonctionner.